Oui, vous avez les droits en tant que présentateur. Est-ce que vous voyez mon partage là, c'est bon? Alors, on voit l'écran, mais on voit aussi toutes les diapos qui suivent. Vous n'êtes pas Ouais, en plein écran. c'est pas bien grave parce que avec mes plusieurs écrans, je sais que ça va faire des bêtises sinon. Donc, pour ce qui, s'agit des arbovirus, de manière générale, c'était pour rappeler qu'il y a une immense, famille, d'arbovirus, qui sont, divisés en toutes ces petites catégories que vous voyez ici. Un grand nombre, il y a plus d'une centaine d'arbovirus qui sont pathogènes pour l'homme et qui peuvent différer en termes de symptômes. Ces symptômes vont être de l'ordre de plusieurs classes. Des symptômes, donc c'est celles qui sont notées en bleu qu'on catégorise comme des maladies algo-éruptives. Donc algo parce que ça fait mal et éruptif parce qu'il y a des éruptions cutanées qui vont avec. Des symptômes, qui sont notés en vert, qui sont méningo-encéphalytiques. Et enfin, en rouge, des symptômes hémorragiques, donc avec des fièvres hémorragiques. Un certain nombre des arboviroses dont on connaît l'existence peuvent partager plusieurs de ces symptômes. Vous voyez par exemple ici que la dengue, elle est à la fois en bleu, algo-éruptive et hémorragique. Alors que, vous allez retrouver, à côté la maladie à virus Zika qui, elle, ne présente une forme qu'algo-éruptive et plus bas, le chikungunya qui, lui également, n'aura une forme que algo-éruptive. Donc c'est à ces 3 là qu'on va s'intéresser aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'elles ont la particularité d'être transmises sur la colonne, de droite, vous voyez le vecteur qui est responsable de la transmission par des Aedes. Donc aujourd'hui, on s'intéresse aux arboviroses transmises par, les Aedes, ces moustiques dont fait partie le moustique tigre qui colonise nos régions et qui nous place comme une région particulièrement à risque pour leur dissémination et éventuellement leur installation. Donc si on reprend un bref point de clinique sur ces 3 pathogènes, pour ce qui est de la dengue, c'est la première arbovirose mondiale avec plus de 100, à 400 millions d'infections par an dans le monde, ce qui représente un poids énorme. Il y a plusieurs sérotypes de ce virus qu'on appelle DINV, donc du numéro 1 au numéro 4. Et ce qui est extrêmement intéressant et important, c'est les caractéristiques immunitaires qui diffèrent. Quand on est infecté par l'un de ces virus, le DINV 1, le 2, le 3 ou le 4, il est d'usage de penser qu'on développe une immunité à vie contre ce sérotype, mais en revanche, ça ne nous protège pas d'une infection contre les autres sérotypes. Et c'est là qu'il va y avoir des implications particulièrement importantes, à la fois pour la clinique et pour la prévention vaccinale, puisque en réalité, lorsqu'on est infecté par un premier virus de la dengue, on fabrique ce qu'on a bien sûr des anticorps, mais il existe un phénomène, on dit de ADE, c'est Antibody Dependent Enhancement. Ça veut dire qu'on fabrique des anticorps facilitants qui vont faire que les infections de rang successifs vont être potentiellement plus graves. C'est un phénomène qui est très bien décrit pour d'autres pathogènes, mais qui est également très bien décrit pour la dengue. Donc, une infection, on est protégé contre ce sérotype-là, mais par contre, on est potentiellement plus à risque de faire des formes sévères si on est infecté en suivant par un autre sérotype de dengue. Les cas autochtones, on les connaît en France métropolitaine depuis à peu près 2010, même si vous allez avoir quelques chiffres qui vous seront donnés après. C'est véritablement depuis 2022 qu'on observe une recrudescence des cas plus importante. Alors, comment est-ce qu'on attrape la dengue? En étant exposé à un moustique vecteur. Ensuite, on a une incubation qui est en moyenne de l'ordre de 7 jours, mais qui, dans les extrêmes, peut aller de 4 à 10 jours. Donc ça, c'est extrêmement important pour la catégorisation. Si vous avez quelqu'un, si vous suspectez une dengue au retour de voyage et que votre voyageur, il revient de voyage depuis un mois, vous pouvez écarter ce diagnostic. Si dengue il y a dans ce cas, alors ce sera une dengue potentiellement autochtone dont la définition est qu'elle survient chez quelqu'un qui n'a pas voyagé dans les 15 jours précédents.
La forme clinique de la dengue, la forme classique, c'est la grippe tropicale. C'est-à-dire que ça correspond à un syndrome pseudo-grippal. Une fièvre élevée relativement brutale, des myalgies, des arthralgies. Les arthralgies peuvent être assez importantes, hein, contrairement à ce qu'on pense habituellement qu'elles soient réservées au chikungunya, mais en réalité, il peut vraiment y avoir des douleurs articulaires assez importantes aussi avec la dengue. Et enfin, des céphalées qui sont classiquement décrites comme rétro-orbitaires. Donc les gens décrivent vraiment qu'à la mobilisation des globes oculaires, ça leur fait un mal de tête intense. Et enfin, il y a ce rash maculo-papilleux volontiers, assez, excusez-moi, sans intervalle de peau saine, avec le classique, signe de la claque, ou de la main, qui va rester, en dépression et qui prédomine en général sur le tronc. Et puis dans de rares cas, et c'est ce qui affole toujours, on sait qu'il peut exister des formes sévères de la dengue qui sont à un petit peu moins de 1 pour 1000 et probablement en réalité encore moins que ça, puisqu'on sait aussi que la dengue, si elle réalise parfois sa forme classique, dans à peu près 20 des cas, il y a près de 80 des gens qui sont infectés par le virus de la dengue et qui ne vont jamais développer de symptômes. Donc forcément, pour regarder les cas sévères, c'est un peu le nombre de cas sévères sur le nombre de cas qui sont symptomatiques. Mais si on représentait ce nombre de cas de dengue sévère par nombre d'infections, ce serait probablement un chiffre inférieur. Alors bien sûr, on associe classiquement, comme la dengue, je vous ai dit tout à l'heure, elle est à la fois algo-éruptive et hémorragique, cette forme sévère à la forme hémorragique, mais c'est en réalité pas du tout le tableau qui est prédominant. Le tableau qui est prédominant, c'est véritablement cette fuite plasmatique, avec plutôt des vraiment tableaux de choc hypovolémiques qui vont nécessiter des remplissages importants. La question cruciale à poser lorsque vous avez un patient chez qui vous portez un diagnostic de dengue, pour savoir comment l'orienter, comment le surveiller. Est-ce que je fais passer un infirmier à son domicile? Est-ce que je l'oriente vers un service d'urgence ou un service d'hospitalisation conventionnel? C'est avez-vous un antécédent de dengue? Si la personne a déjà eu un antécédent de dengue, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, elle est plus à risque de faire une forme grave et dans ce cas-là, on sera éventuellement plus sujet à l'hospitaliser ou au moins à la surveiller de façon rapprochée, indépendamment des caractéristiques biologiques qu'on pourra lui trouver. En termes de diagnostic, le diagnostic, il est clinique. Le tableau est assez stéréotypé lorsque la personne revient, d'une zone où il y a une épidémie en cours. Elle nécessite néanmoins une confirmation biologique. En revanche, attention, il n'y a pas besoin d'attendre la confirmation biologique si celle-ci est longue pour effectuer les formalités, comme la déclaration obligatoire dont mes collègues vont vous parler tout à l'heure. Cette confirmation biologique, comment la faire? C'est stéréotypé pour toutes, donc je décris très en détail pour la dengue et ensuite je passerai un petit peu plus rapidement pour les deux autres, de façon assez rapide au début des symptômes, jusqu'à J5, voire J10, on sait que la PCR peut être positive. Théoriquement, ce qui est recommandé, c'est jusqu'à J5, mais ça peut valoir le coup de la faire jusqu'à J10, parce qu'à ce moment-là, le patient a une virémie, donc il a du virus détectable dans son sang. Ensuite, à partir de J7 à J10 à peu près, mais on va retenir J7 pour la sérologie, le patient a déjà eu le temps de fabriquer des anticorps et dans ce cas-là, la sérologie devient informative, alors qu'au tout début de l'infection, celle-ci serait volontiers négative. Et puis, dans l'espèce de zone grise entre les deux, potentiellement jusqu'à J10, il est conseillé de réaliser à la fois la sérologie et la PCR qui vont maximiser les chances de retrouver la présence directe ou indirecte du virus. Il y a pour la dengue, seulement pour la dengue pour l'instant, un autre test qui peut être réalisé, qui est un test de diagnostic rapide, qui est disponible par exemple ici aux urgences du CHU de la Péronie, qui se repose sur la détection d'un antigène, donc un petit morceau du virus de la dengue, qui est détectable par ces espèces de cartes immunochromatographiques comme vous pouvez voir là. Donc en fait, on pique le patient au bout du doigt, on prend une espèce de petite pipette qui aspire le sang par capillarité et on dépose du sang ici et ici. Et ensuite, on met 2 petites gouttes de réactif et ensuite, c'est comme un test, de dépistage du Covid. Les petites barrettes vont se positiver. Ce test est extrêmement sensible au tout début de la maladie, dans les 3 premiers jours des symptômes et on peut le réaliser à peu près jusqu'à J5.
Si vous n'avez pas tout de suite pensé au diagnostic de dingue, il y a bien sûr d'autres éléments qui peuvent vous récupérer ce diagnostic, puisque par exemple, ça a pu être une fièvre que vous ne compreniez pas et vous avez pu demander une biologie à votre patient. Sur cette biologie de façon générale, ce que vous allez avoir tendance à observer, c'est une neutropénie. Alors pas à moins de 0,5, mais les patients auront volontiers 1,2 giga de PNN, une thrombopénie qui sera de l'ordre général assez marquée. C'est rare que les patients aient plus de 100 à 120 gigas de plaquettes et une CRP qui devrait rester relativement basse, à contrario de ce qui se passe par exemple pour un des diagnostics différentiels au retour de voyage, comme le paludisme, où on sait que la CRP sera en règle générale plus élevée. L'autre signe qui peut vous orienter, c'est qu'en règle générale, il existe une petite touche de léchage hépatique sur les azates et sur les alates qui sont autour de 2 fois la normale. Pourquoi c'est important de diagnostiquer la dengue? À la fois parce qu'elle peut se répandre sur le reste, des personnes qui vivent sur notre territoire, occitan et c'est ce qu'on voudrait éviter, mais aussi pour éviter les écueils dans la prise en charge de la dengue, puisqu'il y a une contre-indication absolue à la prescription des AINS et de l'aspirine au tout début. Donc toujours faire bien attention à demander systématiquement et à bien, donner la consigne aux patients de ne pas prendre d'AINS, ne pas prendre d'aspirine en cas de fièvre inexpliquée. Le traitement est symptomatique, il n'y a pas d'antiviral spécifique et il repose sur du paracétamol, de l'hydratation et éventuellement une surveillance biologique dans la phase critique. Pour le chikungunya, c'est un tout petit peu différent en termes d'organisation de la maladie, c'est-à-dire que c'est une, maladie algo-éruptive, donc vous allez à la phase aiguë après, en gros, quelques jours d'incubation, hein, donc à partir de 3 jours minimum d'incubation. Vous allez observer une phase aiguë avec une fièvre brutale, des arthralgies qui sont en général bilatérales et prédominent sur les petites articulations, un rash maculo-papuleux qui est en règle générale un petit peu plus fugace que dans la dengue et un petit peu moins marqué, qui vont vous signer cette phase aiguë. Et puis après, il y a une évolution un petit peu biphasique, c'est-à-dire que les patients vont mieux, il y a une défervescence thermique. En revanche, les arthralgies vont pouvoir persister, réalisant ce qu'on appelle la phase subaiguë et la phase chronique dans près de 30 à 50 des cas. Et c'est cette phase chronique qui est extrêmement crainte par les patients car elle peut être vraiment très invalidante. Donc ça réalise un tableau classique, hein, de douleurs, d'horaires inflammatoires à évoluant par poussée. Et le traitement de ces arthropathies, il se discute avec un spécialiste, donc vous pouvez l'envoyer soit à un rhumatologue, soit à un infectiologue pour discuter de la prescription d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, parfois de corticothérapie, mais dans un second temps, voire éventuellement de méthotrexate. Néanmoins, il est très important de rappeler cette place, des anti-inflammatoires qui n'a vraiment, de sa place que dans la partie chronique. Au tout début et notamment au moment où on n'a pas encore déterminé quel était l'arbovirus qui était en cause et surtout tant qu'on n'a pas éliminé la dengue, il est absolument, prescrit, enfin interdit de faire des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Très rapidement pour, la localisation, des articulations, donc comme je vous l'ai dit, c'est les articulations principalement petites, relativement distales, des mains, des chevilles et souvent quand même, il y a une atteinte, des genoux. Donc pour, le chikungunya, voilà, je résume, comme sur la fiche de la dengue, ce tableau clinique est assez caractéristique, c'est très invalidant au point de vue des douleurs articulaires. L'incubation est un petit peu plus courte, que, la dengue en moyenne, mais peut aller jusqu'à 12 jours. Il peut s'y associer une conjonctivite et le traitement, là encore, va reposer sur du traitement symptomatique et sur une kinésithérapie précoce pour éviter les arthralgies et enraidissements, chroniques. Sur le diagnostic biologique, c'est la même règle générale, PCR au début, sérologie après, J5, J10 et entre les 2, quand vous ne savez pas, vous faites les 2. Et il y a également une prévention vaccinale que je résume après. Pour la maladie à virus Zika, qui est beaucoup plus rare, très peu de cas, importés et très peu de cas autochtones sur notre territoire, c'est grosso modo à peu près le même schéma. Les différences et les enjeux particuliers, sont liés, au, diagnostic, qui peut être porté sur un rash qui est un tout petit peu, différent, avec une forme qui va être moins confluente que dans les autres et une conjonctivite qui sera généralement un petit peu plus marquée.
Ce qui est particulièrement important et ce qui a eu énormément d'impact, notamment dans la dernière épidémie d'Amérique du Sud, c'est les complications secondaires à cette maladie, à type de syndrome de Guillain-Barré chez l'adulte, et surtout les transmissions pendant la grossesse qui ont été responsables de microencéphalie, d'anencéphalie fœtale, voire de mort fœtale in utero. Donc, il est très déconseillé à une femme enceinte de partir dans un territoire où il y aurait une épidémie de Zika en cours. Et dans ce cas-là, il conviendra qu'elle applique les mesures de précaution les plus strictes possibles. L'autre fait notable, c'est qu'il a une transmission sexuelle qui est possible avec du virus qui est resté détectable dans le sperme pendant plus de 6 mois. Donc, si une grossesse était atteinte et que le conjoint venait à voyager dans une zone où potentiellement il est infecté par le virus Zika, en attendant d'avoir sa sérologie et de vérifier que ça n'a pas été le cas, il est conseillé d'utiliser un moyen de contraception pour éviter justement qu'il y ait une transmission sexuelle chez la femme enceinte. Donc c'est vraiment ces enjeux autour de la femme enceinte qui sont importants. Et comme ce sont des problématiques un petit peu particulières, pareil, il ne faut pas hésiter à les orienter vers une consultation spécialisée. Alors comment on évite surtout? Parce que vous avez bien compris qu'on n'a pas beaucoup de traitements pour ces maladies. Donc notre meilleur traitement, c'est la prévention, comme pour pas mal de maladies. C'est en premier la lutte antivectorielle, mais ça, mes collègues vont en reparler, et surtout la protection personnelle antivectorielle, avec des répulsifs cutanés qui doivent être utilisés aux normes françaises. De manière générale, c'est le DET et l'IR 3535 qu'on utilise le plus. Mais ce qui est très important, c'est que c'est très difficile de faire de la protection personnelle antivectorielle bien efficace si on ne dit pas plusieurs phrases aux patients. Il ne suffit pas de leur dire allez acheter un pchit en pharmacie et ce sera très bien. Il faut prendre un petit peu de temps pour faire cette éducation thérapeutique. Ce temps, je sais qu'en médecine générale, avec des consultations réduites en temps, c'est pas forcément facile de l'avoir. Donc si vous avez le moindre doute sur l'observance ou sur la nécessité de faire une éducation de vos patients, n'hésitez pas à les envoyer en consultation de préparation aux voyageurs, au centre de vaccination international, au CHU ou dans tout autre endroit où cette consultation est réalisée. Il convient de dire que ces répulsifs doivent être utilisés de façon abondante, c'est-à-dire en couvrant l'ensemble de la peau. C'est pas on se met un bout de pchit sur la main et on l'étale tant bien que possible pour éviter de se faire piquer sur la terrasse à l'apéro. C'est réellement, on met plusieurs pchits et on l'étale partout sur les surfaces corporelles qui sont restées découvertes. On en met sur ses mains pour se l'appliquer autour du visage et au niveau des oreilles. Et notamment lorsqu'il fait chaud l'été, ce répulsif, bien qu'il ait une rémanence sur le papier qui est noté de plus de 8 heures, il ne suffit pas d'en mettre une fois dans la journée pour garder une couverture essentielle. Donc il faut dire aux patients, notamment s'il transpire, bien sûr le répulsif va partir, qu'il faut en appliquer le matin, le midi, une fois dans l'après-midi et le soir pour être bien protégé. Pareil, il faut dire aux patients qu'ils doivent d'abord appliquer la crème solaire, si crème solaire il y a, avant d'appliquer le répulsif cutané par-dessus, en attendant une quinzaine de minutes entre les deux. Les autres choses qui sont importantes, c'est d'utiliser des vêtements longs, amples, éventuellement serrés aux poignets et aux chevilles, et bien sûr les moustiquaires. L'autre élément très, très important, et c'est ce que j'ai noté en gros, en gras, en rouge ici, c'est que quand vous avez des patients qui voyagent dans des zones où il y a des épidémies qui sévissent, très important de leur dire, une fois que vous revenez en Occitanie, pensez bien à continuer à vous appliquer du répulsif. Comme ça, si vous êtes en train d'incuber un virus, eh ben, ça évitera que les moustiques de votre voisin préféré viennent vous piquer et que 7 jours après, ils deviennent infectieux et qu'ils contaminent du coup vos voisins et débutent une chaîne de transmission sur notre territoire. Nous avons également quelques vaccins qui sont à notre disposition pour prévenir ces infections, notamment chez des patients qui vont aller voyager dans des zones épidémiques ou qui vivent dans des zones endémiques comme nos territoires ultramarins. C'est le vaccin contre la dengue, Qdenga, qui est un vaccin atténué vivant, donc contre-indiqué chez l'immunodéprimé, qui s'administre en 2 doses, et un vaccin recombinant, le Vimkunya, contre le chikungunya, et un vaccin atténué, l'Ixchiq, contre le chikungunya. Pareil pour des voyageurs qui voyageraient en zone d'épidémie. À noter que ces vaccins sont chers et non remboursés par la sécurité sociale. Donc là encore, peser l'indication et le bénéfice-risque de leur administration peut se faire en consultation du voyageur. Et j'en ai terminé, j'ai peut-être été un peu trop longue et je vous remercie pour votre attention. Vanessa? Voilà. Vous voyez mon écran? Ça arrive.
Alors, je vais faire suite à cette présentation très complète sur la clinique, le diagnostic donc de ces trois arboviroses. Alors, on va faire une présentation à deux voix. Je suis Dr Fritz Vanessa et ma collègue infirmière de veille sanitaire Karine Vides de la cellule de veille d'alerte et de gestion sanitaire à l'ARS Occitanie. Donc voilà, une fois que vous avez suspecté ou diagnostiqué une de ces trois arboviroses, en pratique, qu'est-ce qu'on fait? Comment fonctionne le signalement? Dans quelle situation, à qui faut-il signaler, comment, et après, à quoi sert ce signalement, quel est l'intérêt, ce n'est pas juste une formalité administrative, on va le voir, mais il y a réellement la mise en place de mesures pour prendre en charge les patients et les mesures de lutte antivectorielle. Donc, alors les arboviroses chikungunya, dengue, Zika font partie des maladies à signalement obligatoire. Alors actuellement, voilà, c'est le petit changement. On ne parle plus de maladies à déclaration MDO obligatoire, mais maladies à signalement obligatoire. Il y en a 38 actuellement. Elles nécessitent une intervention urgente locale avec la mise en place la plus rapide possible par l'ARS de mesures de gestion de contrôle appropriées. On va le voir par la suite et également de surveillance particulière. Donc, ces trois maladies, même si elles ont leur spécificité, on a vu qu'il y avait quand même des points communs avec des cliniques assez proches, des zones de circulation, on va le revoir vers la fin, similaires, hein, des modes de transmission similaires avec le même vecteur moustique. Et donc, il y a un réel enjeu de surveillance qui repose sur le même dispositif afin de détecter le plus tôt possible ces maladies et d'éviter la mise en place d'une chaîne de contamination locale. Donc, la surveillance du chikungunya, dengue et Zika repose sur le signalement obligatoire tout au long de l'année. C'est doublé d'un dispositif de surveillance renforcé du 1er mai au 30 novembre, qui est la période d'activité du moustique tigre. Et donc, cette surveillance renforcée va se baser sur une surveillance entomologique, une surveillance épidémiologique et une sensibilisation des personnes, également des professionnels de santé. Comme vous avez pu le recevoir probablement pour la plupart d'entre vous par mail, ces courriers donc, de campagne de sensibilisation à cette période de surveillance renforcée avec la conduite à tenir, les signes, le diagnostic. Donc voilà, cette campagne de sensibilisation vise à détecter et déclarer le plus rapidement possible ces maladies pour pouvoir mettre en place derrière des mesures d'investigation des cas et des mesures de lutte antivectorielle, comme on va le voir plus en détail. Donc, le but premier, puisque les ARS, il faut le rappeler, en vertu de l'article L3113 du Code de la santé publique, doivent mettre en place des mesures de contrôle autour des cas humains de ces maladies chikungunya, dengue, Zika, afin de limiter leur propagation, éviter un cycle autochtone. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Il y a des mesures de protection personnelle antivectorielle qui ont été présentées. C'est aussi l'intérêt d'identifier d'autres cas et des personnes à risque. On va revenir dessus. Également, permettre des missions de surveillance entomologique et de lutte contre les moustiques vecteurs. C'est également le but du signalement vise également à avoir des actions de surveillance épidémiologique par l'Agence nationale de santé publique France afin de suivre l'évolution, la propagation de ces maladies et de mesurer l'impact des interventions en santé publique. Alors, comment signaler à qui? Donc, il y a deux grandes nouveautés. Il y a une actualisation des CERFA chikungunya, dengue, Zika qui permet, alors avant, il y avait deux CERFA, un en période hors surveillance renforcée, un en période surveillance renforcée. Maintenant, vous avez un CERFA dans lequel vous allez trouver les données nominatives des patients et des médecins à contacter pour plus de renseignements. Le but, c'est vraiment de simplifier, d'uniformiser pour permettre un délai de transmission qui va être plus rapide également. Et vous envoyez ces CERFA, comme d'habitude, à la plateforme régionale de signalement sanitaire d'Occitanie, le point PFR, par messagerie sécurisée, Medimel et Bluefile. Vous pouvez également contacter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, cette plateforme par téléphone. Et vous pouvez envoyer également les documents par fax sécurisé. La seconde nouveauté
pour gagner en rapidité et en efficacité, c'est la possibilité d'envoyer un signalement de manière dématérialisée. Donc, on est dans une phase pilote depuis le 22 avril pour 5 maladies à signalement obligatoire, dont la dengue, le chikungunya et le Zika, mais également on mentionne West Nile virus et la rougeole. Comment on procède? Eh bien, vous vous connectez sur le site, le portail de signalement des événements indésirables. Vous allez chercher la maladie d'intérêt et vous pouvez directement renseigner le formulaire. Alors, si vous avez pas de compte, il vous sera demandé d'en créer un à partir de votre ICPS. Tous les renseignements, parce qu'on n'a pas le temps de l'évoquer là aujourd'hui, mais vous avez sur le site de l'ARS Occitanie toutes les informations et un guide téléchargeable pour vous aider pas à pas avec cette nouveauté de dématérialisation du signalement. Et alors, quand est-ce qu'on signale? Donc, l'idée, c'est de signaler dès que vous avez un cas qui est documenté biologiquement, donc peu importe le résultat, que ce soit une première sérologie IgM positive ou bien entendu, ce qu'on favorise quand même, c'est la PCR positive, devant un cas avec un tableau clinique compatible, le médecin libéral et le médecin hospitalier en public ou en privé, ainsi que le biologiste du secteur public ou privé, ou enfin le responsable de laboratoire de biologie médicale peuvent déclarer cette maladie. Je vous ai remis les critères de notification qui apparaissent au-dessus des CERFA pour les 3 maladies. Donc, vous avez la définition des cas d'un point de vue clinique et les examens biologiques qui peuvent être compatible avec un cas probable ou confirmé à signaler à l'ARS. Ces CERFA vont permettre de renseigner plusieurs points très utiles pour la suite de l'investigation et de la mise en place des mesures. Donc, vous allez avoir, puisqu'ils sont à présent nominatifs, qui ne sont plus anonymisés, donc l'identité, la coordonnée du patient et du médecin traitant. Et puis, bien sûr, les résultats biologiques à renseigner, la date de début des signes, ce qui va nous permettre de calculer derrière la période de vie RNI, la possibilité d'indiquer s'il y a eu un voyage ou pas dans les 15 jours précédents, la date de début des signes, etc., etc. Donc, à minima, l'identité, les résultats biologiques et cliniques. Et après, si vous avez des renseignements complémentaires, c'est toujours bienvenu pour pouvoir appuyer derrière l'investigation qui va être menée par la cellule de veille d'alerte et de gestion sanitaire. Nous avons plusieurs médecins et infirmières qui vont suivre ces situations pour mettre en place des mesures. Donc, je laisse la parole à ma collègue infirmière sur la partie investigation type suite à la réception d'un signalement. Bonjour à tous, je suis Karine Villès, infirmière à la cellule de veille d'alerte et de gestion sanitaire. Donc, nous allons maintenant voir comment se déroule une investigation qui est menée par la CVAGS après qu'un cas d'arabovirose ait été signalé. La première étape donc, consiste, comme pour tout signalement, à valider ce signalement. Nous vérifions l'identité, les coordonnées du déclarant, les coordonnées du patient et la pertinence des analyses biologiques. L'idéal est que les 3 infections dengue, chic et Zika soient recherchées. Et effectivement, comme vous l'a dit le docteur Fritz, la mise en place de la nouvelle MSO avec la levée d'anonymat facilitera cet échange et sera un gain de temps précieux à notre investigation. Une fois le signal validé, nous appelons le patient de manière systématique ou la personne de confiance s'il est trop symptomatique. Nous recueillons la date du début des signes et la notion de température qui est indispensable pour définir la période de virémie. La notion de voyage, indispensable pour identifier s'il s'agit d'un cas importé ou d'un cas autochtone. Les déplacements spatio-temporaux du patient pendant la période de virémie. Et la notion de piqûre de moustique, les conditions d'exposition à ce moustique. Cette étape, elle est cruciale pour évaluer le risque de transmission locale. On peut passer à la slide suivante, Vanessa, s'il te plaît. Pour un cas importé, l'investigation est donc orientée en fonction des éléments fournis par le patient. Nous nous informons sur le voyage, quel pays, la date de départ, la date de retour, et nous rappelons les mesures de protection contre les piqûres de moustiques qui vous ont été décrites précédemment. Ça, c'est vraiment important pendant la période de virémie. En cas de Zika,
comme on vous l'a dit, nous ajoutons les recommandations concernant la protection lors des rapports sexuels. Nous déterminons la période de virémie qui s'étend, je le rappelle, donc de J-2 à J+7 par rapport à la date du début des signes. Nous identifions donc jour par jour l'ensemble des lieux fréquentés en métropole et nous évaluons là le risque de transmission. Si nécessaire, et la plupart du temps, il y a une action de lutte antivectorielle qui est déclenchée au maximum 60 jours après le début des signes. Slide suivant, s'il te plaît. C'est un petit peu différent pour les cas autochtones. Là, la procédure, elle est renforcée. Nous demandons une confirmation, tout d'abord biologique, incluant un second prélèvement et une confirmation par le Centre national de référence des arbovirus qui se trouve à Marseille. En parallèle, nous rappelons aux patients les mesures de protection. Une alerte est transmise à Santé publique France, au service de santé environnement de l'ARS, plus ou moins au Chorus, et une réunion flash est organisée entre les différents partenaires pour définir collégialement la conduite à tenir. Si le cas est confirmé, nous demandons l'intervention de l'opérateur de démoustication pour une enquête entomologique, suivie si nécessaire d'une lutte antivectorielle. Tout ça, ça va vous être décrit un petit peu plus tard avec le service de santé environnement. Nous lançons également une recherche active d'autres cas, en informant les professionnels de santé de secteur, en communiquant vers le grand public, en organisant des enquêtes porte à porte sur le terrain, dans un rayon de 150 à 300 mètres autour du cas, en lien avec Santé publique France. Nous recherchons le cas index, évidemment, dans nos bases de données. L'alerte, elle, est levée 45 jours après le dernier cas autochtone. Pour conclure, vous l'aurez compris, la gestion d'un cas d'arbovirose, ça repose sur une chaîne d'action très structurée qui associe surveillance épidémiologique, investigation de terrain et lutte antivectorielle. La rapidité du signalement et la qualité des informations transmises par les professionnels de santé sont donc essentielles pour limiter le risque de transmission locale. On est fini pour ma partie. Bonjour à tous, donc je vais prendre la suite de mes collègues pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe sur le terrain lorsque un signalement est validé et que l'on sait qu'une personne est donc passée dans tel ou tel lieu. Donc on se situe dans notre petit engrenage ici, sur l'enquête entomologique d'abord, on va commencer par l'enquête entomologique, et puis les traitements adulticides, le cas échéant. Donc, cas importé et cas autochtone, comme on vous l'a dit, pour nous, clairement parlant, ça n'est pas la même chose. Donc, les interventions vont être un petit peu différentes. Pour les cas importés, donc, on va intervenir, avoir une investigation et puis des traitements potentiels uniquement sur les lieux fréquentés pendant la virémie. Et pour les cas autochtones, on va avoir donc deux types de lieux. Les lieux où la personne s'est potentiellement contaminée, pour les cas autochtones, et puis les lieux les lieux de virémie, comme pour les cas importés, où la personne s'est comportée comme un cas importé après le déclenchement de sa virémie. Donc en fait, on va travailler beaucoup sur ce que je vais vous parler, sur des zones. Le patient, on est obligé effectivement d'avoir ses coordonnées, etc., d'avoir les éléments qui le concernent, mais c'est surtout pour pouvoir intervenir localement, c'est-à-dire que nous, en métropole, pour l'instant, en tout cas, on n'est pas en zone endémique, on est bien en zone non endémique, et on a donc un cas importé qui vient d'arriver chez nous, c'est le cas importé, et si éventuellement il s'est mis en place une transmission locale, on se trouve sur ce même secteur, sur un cas autochtone. Donc pour nous, le challenge va être de trouver quel est le cas importé pour pouvoir mieux déterminer où est la zone de transmission potentielle lorsqu'on a des cas autochtones. Donc, comment ça se passe lorsqu'on a un lieu, par exemple le domicile de la personne, où la personne est restée plusieurs jours pendant le temps où elle était en virémie. Donc, on va commencer par faire une prospection entomologique sur un rayon d'environ 150 mètres pour détecter la présence ou non du vecteur.
Actuellement, par exemple, lorsqu'on fait les enquêtes, ça a démarré, hein, il ne vous a pas échappé qu'on était courant mai, on a beaucoup de remontées qui, pour l'instant, surtout en montagne, sont négatives en transmission de détection du vecteur. À ce moment-là, il n'y a pas de traitement. On en reste là, on a effectivement un secteur où il y a de la virémie, mais il n'y a pas de vecteur, donc il n'y a pas de risque de transmission. Par contre, plus on va avancer en saison, plus les détections vont être positives. À ce moment-là, il va y avoir une information des résidents sur ce même rayon de 150 mètres, sur des gestes de protection lors du traitement. Et ensuite, donc, vous pouvez aller sur le site, je ne vais pas tout vous détailler, mais vous pouvez aller sur le site de l'ARS et vous trouverez des éléments qui expliquent un petit peu le déroulé du traitement. Mais important à savoir, donc on va préparer les actions. On a un délai de 24 heures environ entre le moment où on dit aux personnes qu'il va y avoir un traitement et puis le moment où le traitement se fait. Ce traitement se fait, c'est un insecticide, c'est un pyrétrine, c'est soit du pyrène naturel, soit un pyrétrinoïde, la deltamétrine, qui est utilisé à une dose autour de 1 gramme. Et ça se fait plutôt pendant la nuit parce qu'il y a moins de personnes dehors. Et puis, comme ça, on évite de toucher éventuellement les pollinisateurs qui ne sortent pas la nuit. Et ça nous permet comme ça de cibler les lieux de repos du moustique et non pas d'essayer de l'attraper en vol. L'idée, c'est vraiment de l'attraper lorsqu'il est au repos dans les haies. Par exemple, vous voyez ici donc une personne à pied, parce qu'il y en a une partie du traitement qui se fait à pied et une partie du traitement qui se fait en pick-up. Ce qui est blanc, c'est de la vapeur d'eau pour qu'on visualise l'endroit où passe le jet. Vous avez ici un flyer, j'ai vu quelqu'un poser la question de flyer de prévention. Donc vous avez ici un flyer qui est accessible sur le site de l'ARS et vous pouvez donc les utiliser, les imprimer, les utiliser, mettre à disposition dans vos soldes d'attente pour essayer de faire en sorte de diminuer le nombre de gîtes chez les particuliers, puisqu'il y a une grosse partie des gîtes qui sont chez les particuliers. Les détails d'intervention, lorsqu'on a un cas autochtone, lorsqu'on a une installation sur notre territoire d'une transmission locale de ces arboviroses, on va d'abord essayer de prioriser les lieux potentiels de transmission locale. Parfois, on a la chance d'avoir le cas index, le cas initial qui est le cas importé, et ça nous permet comme ça de bien cibler la zone. Parfois, on ne le retrouve pas, donc du coup, on part sur de la probabilité. Très souvent, c'est le domicile, la personne, sans trop de mystère, hein, c'est l'endroit où la personne est restée le plus souvent. À ce moment-là, la prospection entomologique est un peu élargie, on passe entre 200 ou 300 mètres de rayon. On va chercher de la même façon le vecteur, sa densité et donner des conseils de gestion larvaire. On va aussi chercher, éventuellement, si on n'a pas trouvé dans notre banque de données, le cas primaire importé. Et puis, et surtout, c'est important, les personnes touchées lors d'un porte-à-porte. Et on fait aussi l'information donc des professionnels de santé du secteur pour vous signaler, qu'il faut penser à ce diagnostic encore plus que d'habitude, puisqu'il y a des personnes donc, il y a une transmission locale dans le secteur où vous intervenez, où vous travaillez. Il y a évidemment, comme dans le premier cas, pour les cas importés, une information des résidents. L'opérateur a pour mission d'expliquer un petit peu les cas de symptômes évocateurs et on distribue éventuellement une fiche comme ça qui explique, donc c'était pour le chikungunya, les signes potentiels pour que les personnes puissent aller voir leur médecin et que le médecin confirme ou non ce diagnostic et fasse faire les prélèvements biologiques. Ensuite, de la même façon, il y a la préparation des actions, choix des outils de traitement, et puis le traitement insecticide, et cette fois-ci, on va en faire 2, un séparé de 2 ou 3 jours selon la dynamique du foyer. Il est important de garder en tête que lutter contre le vecteur, ça se fait collectivement parce qu'effectivement, les habitants ont un rôle important, à peu près 70-80% des lieux de ponte et des gîtes de repos se situent en terrain privé. Hein, c'est notamment tous les quartiers résidentiels sont les plus à risque, plus que les centres-villes qui sont beaucoup plus minéralisés. Là, il y a de la végétation et donc, du coup, c'est beaucoup plus facile pour le moustique de dérouler son cycle. Mais il y a aussi, au niveau de la collectivité, un travail important à faire, notamment sur les jardins publics, bien évidemment, mais aussi sur les réseaux publics et puis au moment des travaux, qui peuvent être des moments importants pour les transmissions, pour la mise en place de foyers de prolifération
sur notamment les plots qui sont remplis d'eau. Donc là, je vous rappelle un petit peu des choses que vous connaissez sans doute, hein, mais c'est bien de les rappeler. C'est que chacun peut et doit agir. C'est bien de redire ça aux personnes quand vous les avez. Donc, utiliser les répulsifs, on en a parlé, les bombes aérosols, attention à la toxicité. Donc, si on peut éviter, on évite. Les tortillons fumigènes, exclusivement à l'extérieur, jamais, jamais en intérieur. Les diffuseurs thermiques mécaniques, ils peuvent être utilisés, mais c'est pareil, bon, c'est de l'insecticide ou de l'huile essentielle, mais l'huile essentielle, il faut bien garder en tête qu'elle peut avoir une efficacité, mais qui est extrêmement courte dans le temps, car c'est quelque chose de très volatile. On dit en moyenne une quinzaine de minutes. Donc vous imaginez bien que pendant l'été, on ne va pas se badigeonner tous les 15 minutes d'huile essentielle. Donc on fait un raccourci en disant que ce n'est pas efficace, c'est plutôt que c'est efficace, mais d'une durée très, très, très courte. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on recommande. Des pièges à moustiques, ils peuvent être installés, ils ont une efficacité, mais ça coûte cher. Et surtout, il faut les mettre, il faut déjà gérer les gîtes dans son jardin avant d'en mettre pour éviter qu'ils viennent de l'extérieur. Donc du coup, ça demande quand même une certaine logique et une rigueur dans son jardin. Et puis mobiliser les voisins. Donc les matériaux imprégnés comme les moustiquaires peuvent être utilisés. De la ventilation forcée parce que le moustique tigre a la particularité d'être un mauvais voilier. Très souvent, les personnes qui se font piquer surtout au niveau des chevilles et des jambes. Moins en haut. Ça ne veut pas dire que c'est... Voilà. Donc, du coup, si vous mettez des ventilateurs au sol, ça va lui diminuer son intérêt à venir vous piquer, vous. Et puis, mettre des vêtements clairs, moins attractifs et surtout longs, et surtout pas des vêtements près du corps. Parce que l'intérêt d'un vêtement clair et, je dirais, très lâche autour du corps, c'est qu'en fait, mécaniquement, le moustique, tout simplement, il ne va pas pouvoir piquer parce que sa trempe, elle ne va pas être suffisamment longue. Donc, c'est tout simple et c'est sans danger. Et bien sûr, lorsqu'on a des signes qu'on revient de voyage ou si on est à proximité d'un cas, évidemment, on va voir son médecin pour pouvoir lui signaler et lui dire, ben voilà, j'ai peut-être une de ces arboviroses. On a souhaité vous parler d'une blacklist, parce qu'il y a des choses qui circulent, y compris parfois chez les pharmaciens, je ne sais pas s'il y en a quelques-uns, mais c'est vrai que c'est important de l'avoir en tête. Les bracelets anti-insectes, ça ne sert à rien. Les huiles essentielles, on vient d'en parler. L'application téléphone anti-moustique, les ultrasons, vous voyez ici une application anti-moustique et vous voyez que le moustique, eh bien, ma foi, il n'a pas beaucoup peur. Il n'est pas du tout gêné. Les lumières bleues ne sont pas efficaces sur ce moustique-là. Ils peuvent être efficaces sur d'autres moustiques, mais pas sur ce moustique-là. Bon, ça va en griller un ou deux s'il passe par hasard à côté, mais ce n'est pas efficace. Et l'usage répété des insecticides n'est pas recommandé pour la bonne raison qu'il peut y avoir, et il y a déjà pour certains moustiques, des résistances qui vont se mettre en place, des résistances qui vont faire que ensuite les insecticides qu'on utilise, dont je vous ai parlé, notamment le deltaméthrine, ne seront plus efficaces. C'est déjà le cas pour tout ce qui est dans les drogues chez nous. Et ça commence à l'être dans certains endroits, en métropole, dans des endroits où ces produits sont aussi utilisés à des doses bien plus importantes chez les agriculteurs. Et donc, il y a effectivement nous, on essaye de limiter au maximum l'usage de ces insecticides pour essayer de garder l'efficacité de cet outil vis-à-vis du risque épidémique. Et puis, tout ce qui est vitamine B1, etc., tout ça, ça ne marche pas. Voilà, donc maintenant, je donne la parole aux collègues de Santé publique France, Anne et Amandine Cochet, qui vont vous présenter de façon plus large la surveillance épidémiologique, ses résultats et quelques éléments pour la saison à venir. Bonjour. Alors, bonjour, je suis le Dr Anne Guénard et je vais vous présenter le bilan de la surveillance épidémiologique pour faire le lien avec tout ce qui vous a déjà été présenté. J'espère que vous voyez bien les diapositives que je mets en mode plein écran. Donc, juste pour faire le lien et rapidement afin qu'on puisse avoir un petit temps d'échange. Donc, en ce qui concerne le nombre de cas importés sur toute l'année 2025, on voit qu'on a eu une année vraiment exceptionnelle en termes de chikungunya, puisqu'il y a eu il y a eu 2400 cas de chikungunya sur l'ensemble de l'année, qui représentent à peu près 50%
sur la période de surveillance renforcée, donc du 1er mai au 30 novembre. 2400 cas de dengue, avec la moitié également sur la période de surveillance renforcée. Sachant que pour le chikungunya, pour vous situer un peu l'ordre de grandeur, en fait, il y avait à peu près plutôt une trentaine de cas par année signalés. Pour la dengue, on est à peu près à des niveaux classiques, hors période d'épidémie. Maintenant, quand on arrive aux épisodes de transmission autochtone, donc les personnes qui n'ont pas voyagé dans les 15 jours précédant la date de début des signes. Donc là, ce premier graphique vous présente les données de 2010 à 2024. Et ce qu'on voit sur ce graphique, c'est qu'il y a vraiment une augmentation, une accélération du nombre de foyers et du nombre de cas sur la période 2022-2024, avec donc de nombreux épisodes, donc 46 épisodes de dengue sur la période 2010-2024, 4 épisodes et 32 cas pour le chikungunya. Sur la période 2010-2024. Et là, je vais passer un peu comme par magie sur la période 2025. Et 2025, donc là, c'est le même graphique que je viens de vous présenter à la diapositive précédente. Et là, tout semble écrasé parce qu'effectivement, en lien avec, comme vous le savez, l'épidémie en fait dans l'océan Indien et notamment à La Réunion, avec beaucoup de personnes qui revenaient de La Réunion avec le porteur du chikungunya, mais non détecté. Il y a eu 809 cas autochtones de chikungunya, 79 foyers, qui variaient entre 1 et 144 cas, et 30 cas autochtones de dengue. Donc là, c'est sur l'ensemble de la France hexagonale. Et ce qu'on voit sur cette cartographie, c'est qu'il y a non seulement les régions qui étaient des anciennes régions connues avec des épisodes de transmission autochtone comme PACA et l'Occitanie, mais également des nouvelles régions comme la Nouvelle-Aquitaine, le Grand Est et l'Île-de-France. Là maintenant je fais un focus rapide en fait sur ce qui se passe dans notre région, donc du 1er mai au 30 novembre, au moment de la surveillance renforcée. Donc on a eu 113 cas de chikungunya importés, 117 de dengue et 89 de chikungunya autochtone et 6 cas de dengue autochtone, ce qui représente à peu près en fait, pour avoir une ordre de grandeur, 10% de la situation au niveau national. Et sans surprise, en fait, les personnes, les cas qui revenaient de voyage revenaient pour 89% de l'océan Indien et principalement de la Réunion. Le graphique de droite vous présente en fait la temporalité de survenue, avec en bleu les cas de chikungunya importés et en violet les cas de dengue importés. Et ensuite on voit au cours de la saison qu'au final, il y a eu énormément de cas de chikungunya importés au cours de l'été, avec des cas de dengue également autochtones. Donc en jaune, c'est les cas de chikungunya autochtones et de dengue autochtone ici. Voilà, ce qui a été la majeure partie de l'activité de 2025. Et pour ce qui concerne la localisation des foyers de cas autochtones en Occitanie, donc ils étaient majoritairement centrés sur l'Hérault et le Gard pour le chikungunya, et il y a eu des épisodes de dengue dans le Lot, la Haute-Garonne et en Pyrénées orientales. Et en fait, ce qu'on tient à souligner en fait dans ce bilan et en présentant ça, c'est vraiment le rôle crucial des professionnels de santé pour le diagnostic et le signalement précoce des arboviroses, qui permet de réduire justement le délai d'intervention des opérateurs de démoustication et ainsi réduire le risque de transmission autochtone. Sur ce graphique, donc vous voyez en fait les caractéristiques des cas autochtones de chikungunya en 2025, avec à peu près le même sexe ratio homme-femme, un âge médian de 48 ans, 2 hospitalisations, 0 décès. Et voilà, comme il a été décrit, la clinique assez typique en ce qui concerne le chikungunya.
En conclusion, donc l'an passé, donc en 2025, c'était vraiment une année record pour le chikungunya et toutes les conditions pour la transmission étaient réunies avec l'épidémie dans l'océan Indien, une souche avec une mutation particulièrement adaptée à l'Aedes albopictus et des conditions climatiques qui étaient très favorables dès le début de saison, puisqu'on a eu les premiers cas en mai en fait de cas importés et jusqu'à très tard dans la saison. Donc on a une amplitude de cas autochtones très très large et très exceptionnelle. La région PACA a été particulièrement impactée. Il y a quand même s'il y avait beaucoup de transmission de chikungunya, il ne faut pas oublier la transmission possible de dengue qui était toujours présente. Et donc ça a nécessité une adaptation de tous les acteurs, comme ça vous a été présenté précédemment, afin de rechercher les cas, de mettre en place la lutte antivectorielle et autres. Donc là, je fais très rapidement. Donc là, sur le site de Santé publique France, vous avez le bilan de 2025, les dossiers thématiques, et nous réalisons régulièrement des bulletins épidémiologiques pour la région, qui sont disponibles si vous les demandez auprès de Occitanie @santépubliquefrance.fr. Voilà, qui ressemble à ça. Et là, maintenant, je vais faire, pour vous rassurer, pour cette nouvelle saison, le bilan en 2 minutes de la situation internationale. Donc, en ce qui concerne la dengue, donc c'est une maladie intertropicale. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que sur la zone Amérique, en fait, il y a actuellement, en 2026, moins 64% de cas déclarés par rapport à l'année 2025. En Asie, ça circule quasiment à des niveaux similaires aux années précédentes. Et pour l'Afrique, on voit essentiellement de la circulation en Afrique de l'Ouest. C'est pour vous permettre de situer dans votre patientèle, en fait, les personnes qui reviennent de vacances. Et sur les données d'information de la dengue, voilà, là, ça vous permet de voir un peu le nombre de cas importés, sachant qu'effectivement, la majorité des cas importés qui revenaient depuis le début de l'année sont des cas qui revenaient des Antilles françaises, notamment les Antilles. Et comme on le voit sur ce graphique, en fait, il y avait quand même pas mal de cas qui revenaient des Antilles, mais on est loin de l'épidémie de dengue de 2024, ce qu'on voit sur ce graphique avec les courbes. Pour le chikungunya, il y a une circulation qui est assez active en Amérique du Sud, avec pas mal de pays, mais c'est une circulation avec un génotype qui n'a pas la mutation E1 226, donc c'est une mutation qui est moins adapté en fait à l'Aedes albopictus. Dans l'océan Indien, ça circule, Seychelles, Maurice, Madagascar, Mayotte, avec la mutation. Et ce qu'on voit, alors là c'est ce graphique qui vous illustre, et c'est quand même l'idée de rassurer un petit peu sur le dimensionnement par rapport à l'année dernière, c'est que là on voit vraiment l'épidémie de 2025 avec le retour de la Réunion et tous les pics. Et là, on se situe maintenant, ce sont les données actuelles. Voilà, donc en synthèse, vraiment à retenir, c'est que aux Antilles, il y a eu quand même depuis le début de l'année une circulation avec une trentaine-quarantaine de cas confirmés par semaine. Mais depuis la mi-avril, on voit qu'il y a une vraie diminution de la circulation. Et sachant que la circulation, elle était vraiment aux Antilles plus axée sur le sud de l'île. Donc c'est aussi important pour votre patientèle quand vous les recevez en consultation. Pour le chikungunya en Guyane, il y a 419 cas confirmés depuis le début de l'année, et plutôt dans le littoral ouest, avec un lignage qui n'a pas la mutation, donc qui est moins adapté. Et là où ça circule encore, c'est à Mayotte, avec plus de 1000 cas confirmés depuis le début de l'année, avec une souche qui est bien adaptée à l'Aedes. Mais en revanche, effectivement, Mayotte est moins une zone touristique. À La Réunion, il y a assez peu de cas qui circulent. Voilà, je vous remercie. J'ai essayé de faire très vite pour tenir dans le timing. Merci Yann.
Alors, on avait initialement prévu de vous proposer un petit questionnaire, un petit quiz pour que vous puissiez vous positionner, mais vu l'heure, on va simplement vous le mettre dans le diaporama qui vous sera adressé. Et vous pourrez le faire tranquillement si vous le souhaitez. Je vais remercier évidemment tous les intervenants. C'était, me semble-t-il, extrêmement clair, extrêmement précieux. Quand on voit l'épidémie que nous avons subie l'année dernière, l'impact sur la région Occitanie, c'était vraiment important qu'on puisse vous éclairer, puisque vous êtes un maillon plus qu'essentiel, vous êtes le point de départ de tout ce qui peut être mis en place en termes de mesures de santé publique derrière. Évidemment, la nouveauté 2026, alors c'est plutôt une bonne chose de se dire qu'on n'aura peut-être pas la vague épidémique que nous avons vécue l'année dernière et une année peut-être un petit peu plus normale. Pour autant, il faut évidemment être vigilant. Ça va nous permettre peut-être de tester ces nouveaux dispositifs et notamment la dématérialisation donc, de ces maladies à surveillance obligatoire telles que la... Et puis, alors j'ai vu passer un message sur les pièges. Je tiens quand même à dire que piéger, c'est très bien, mais on piège les adultes. C'est quand même plus efficace de lutter contre les gîtes larvaires et éviter qu'il y ait des adultes. Sinon, c'est courir après quelque chose qui est inatteignable. Donc, merci aux présentateurs, merci à ceux qui ont organisé ce webinaire. Merci à vous, vous étiez très nombreux puisque vous avez été jusqu'à 250 en simultané. Et puis, ben, j'espère qu'on aura tous une belle saison, pas trop riche en arbovirose. Et encore merci pour votre vigilance et votre action au quotidien. Bonne fin de journée à tous.